mécanisme de résistance, c'est la dépression. La dépression, elle touche un nombre de gens extrêmement élevé, un peu plus de 20% des femmes une fois dans leur vie, au moins une fois dans leur vie, un peu plus de 11 ou 12% des hommes au moins une fois dans leur vie. Naturellement, il peut y avoir des gradations extrêmement variables. C'est une maladie qui n'est pas en résorption, c'est une maladie qui est en augmentation. Elle est en augmentation d'abord à cause de l'âge qui avance, parce que quand l'âge avance, bien naturellement, la solitude, la perte des amis, la perte de beaucoup de choses, la perte de moyens financiers, et puis l'incidence d'autres maladies qui favorisent l'aspect dépressif. Et puis naturellement, la conférence naturellement n'a pas trait à cela, et puis naturellement, les changements de société, il faut pouvoir s'adapter aux changements de société, et les changements de société en ce moment vont plus rapidement que les mécanismes d'adaptation du cerveau à ces changements. Donc c'est une maladie qui est une maladie extrêmement fréquente, extrêmement préoccupante. Quel est l'état des médicaments? Il y a des médicaments pour la dépression. Vous le savez, heureusement, ces médicaments, malheureusement, ne marchent pas pour tous les patients. Et ces médicaments ont plusieurs inconvénients. Le premier inconvénient pour tous ceux qui les ont utilisés, c'est la durée de mise en place. La durée de mise en place de l'effet favorable. Quand il y a une anxiété profonde, quand il y a une dépression profonde, il y a une souffrance psychologique profonde, c'est comme une souffrance physique, il faut avoir un traitement immédiat. Or, les antidépresseurs existants sont tous des antidépresseurs qui mettent au minimum 15 jours ou 3 semaines à s'installer. Pensez aux gens qui ont une douleur physique extrêmement importante. Est-ce insupportable? Est-ce qu'on soutient une douleur physique insupportable pendant 3 semaines avant que ça commence à arriver? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'évidemment, les médicaments améliorent les choses au long terme, mais les médicaments n'empêchent pas toujours la rechute. Donc il y a une nécessité fantastique à avoir de nouveaux médicaments du système nerveux pour la dépression, même s'il en existe, et que contrairement à ce qu'on entend dire partout, ces médicaments du système nerveux qui existent sont des médicaments importants. Alors, est-ce qu'on sait faire des modèles de dépression chez l'animal? Oui, on sait faire des modèles de dépression de l'animal. Par exemple, nous avons un canal ionique qui est au centre de la dépression. Il laisse passer du potassium. Ce canal ionique, si on en enlève le gène, c'est la souris déprime plus. Il suffit d'enlever le gène pour que la souris déprime plus. Mais il faut avoir beaucoup de modestie avec ça. Parce que, est-ce que ce qu'on voit, d'abord, comment on étudie la dépression chez la souris ou chez l'animal, hein? Pour faire de nouveaux médicaments, aujourd'hui, il faut faire des modèles animaux. Comment on étudie cette dépression chez l'animal? Il y a toute une série de modèles. Le premier d'entre eux, c'est de mettre une souris dans un bocal d'eau. Si vous mettez une souris dans le bocal d'eau, la souris va se battre, elle n'aime pas l'eau, et puis à un certain moment, elle va se décourager. Exactement comme un humain, mais l'échelle de temps est différente, elle pourrait se décourager. Et elle peut sombrer. Mais si à ce moment-là, vous injectez la souris, par exemple, avec du Prozac, la souris va continuer à se battre. Donc, effectivement, ce truc de la souris de dépression, il va être contrecarré par des antidépresseurs, mais qu'on avait découvert avant. C'est la même chose si vous la pendez par la queue. Si vous la pendez par la queue, comme vous voyez, elle va essayer de se battre, d'échapper à ça, et puis au bout d'un certain moment, elle va être, ça c'est le mot qui correspond beaucoup plus à ce qui se passe chez l'homme, elle va être désespérée. Et elle va laisser aller. Mais si vous lui injectez des antidépresseurs, elle va naturellement se battre. Et cette souris-là, qui est dans un coin, vous lui donnez des petits chocs électriques. Vous ne lui donnez pas des petits chocs électriques pour lui produire de la douleur, vous lui donnez des petits chocs électriques simplement pour lui empoisonner la vie. Et puis, au bout d'un moment, vous la sortez de la cage, vous la remettez dans la même cage, et puis vous ouvrez la porte. Mais cette cage, elle la connaît comme une cage désagréable. Et elle va se mettre dans un coin de la cage, on appelle ça le freezing, et même si vous ouvrez la porte, elle ne va pas se précipiter pour aller sortir de la porte. Elle est déprimée, et elle est comme quelqu'un qui n'arrive pas à se lever de son lit le matin pour entreprendre quelque chose. Si vous lui donnez des antidépresseurs, allez, elle va sortir absolument.
absolument immédiatement. L'anxiété, ben, vous pouvez prendre une souris ici, et cette souris ici, vous la privez de nourriture pendant un certain temps, et naturellement, au bout d'un certain temps, elle a faim, c'est pas plus de 48 heures, elle a faim, et on met au milieu de la cage de la nourriture, sauf que dans cette cage, on met de la lumière, et vous savez tous la goût des souris pour la lumière. Donc la souris a besoin de manger, mais en même temps, elle a peur de la lumière. Elle est donc extraordinairement anxieuse, et si vous lui donnez des antidépresseurs, eh ben, elle va aller chercher cela. Et ce modèle n'est pas mauvais parce qu'il faut lui donner des antidépresseurs pendant 15 jours, un peu comme l'humain, pour qu'elle ose faire cela. Ici, c'est tout à fait le cas. Donc, des modèles contre ce qu'on appelle la dépression, on peut en avoir sur le plan, sur le plan animal. Et on peut avancer avec cela. Et on avance avec cela. Mais, et là je m'arrête, mais il y a tout de même un problème. Parce que sur l'animal, on ne peut pas examiner deux choses qui sont absolument essentielles chez l'humain. Comment évaluer l'estime de soi de cet animal? Comment évaluer la propension au suicide de cet animal? Absolument impossible. Donc l'animal, c'est une composante qui est une composante utile, mais c'est une composante qui ne peut en aucune façon être définie. D'autre part, quand on fait de l'expérimentation animale, elle est absolument essentielle, mais elle est différente de tout ce qui se passe ici. Ici, vous êtes tous différents les uns des autres. Mais quand on fait de l'expérimentation animale, on prend des animaux d'une même souche, on prend des animaux qui sont tous frères et sœurs, jumeaux, qui ont tous le même patrimoine génétique. On prend en fait que des mâles, parce qu'on ne veut pas de perturbation par les problèmes de cycle de la souris. Et on prend, parce que c'est, on prend que des jeunes. Or, des jumeaux, des mâles et des jeunes et des animaux qui n'ont jamais été traités par d'autres types de médicaments, donc, et qui n'ont pas d'autres maladies. Donc, ces modèles animaux, on continue énormément à les utiliser, mais il ne faut jamais perdre de vue que le modèle animaux ne récapitule pas, comme on dit en anglais, ne recapitule pas complètement ce qui se passe chez l'homme. Et c'est une difficulté. Donc on a vu les difficultés financières, on voit les difficultés du modèle animal, et qui est incontournable, et n'allez pas imaginer aujourd'hui, ni demain, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans, qu'on peut régler ce problème par de la modélisation avec des cellules, comme on vous le laisse penser trop souvent. Vous avez eu la complexité du système nerveux, et si on n'arrive pas à prévoir le climat dans 15 jours, on ne va pas réussir à prévoir ce que peut faire un médicament sur le système nerveux. Voyons voir maintenant la douleur. La douleur, c'est une pathologie, alors là, je suis absolument certain que tout le monde dans cette assistance a subi. Mais j'ai eu tort d'utiliser le mot pathologie, parce que la douleur, c'est d'abord quelque chose d'absolument essentiel. S'il n'y a pas de douleur, et il y a des gens qui ont des mutations justement des canaux ioniques et qui n'ont pas de douleur, quand vous n'avez pas de douleur, c'est une grave pathologie. Parce que c'est une pathologie qui ne permet pas de voir de sentir si vous avez une appendicite ou une jambe cassée. Et c'est d'une gravité absolument extrême. Mais des médicaments pour la douleur, vous le savez tous, on en manque d'une façon absolument extraordinaire. On en manque extraordinairement. Il y a des médicaments pour la douleur pour les maladies inflammatoires. Beaucoup de gens, probablement même dans cette distance qui ont eu des migraines, savent que ce n'est pas facile de régler ce type de douleur, même s'il existe beaucoup de médicaments. Mais là où on manque énormément de médicaments, c'est dans les pathologies neuropathiques, c'est dans les douleurs neuropathiques. Qu'est-ce que c'est les douleurs neuropathiques? Ben, c'est par exemple les mal de dos. Le mal de dos, ce n'est pas juste un petit truc comme ça. Si on regarde ce que le mal de dos coûte en souffrance et à la sécurité sociale, c'est absolument considérable. Les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs qui sont liées à une pathologie qui est en augmentation absolument fantastique, qui est le diabète. Hein? Les douleurs neuropathiques, ce sont toutes les douleurs qui peuvent surgir après, non pas un raté, parce que ce n'est pas un raté, mais après éventuellement une chirurgie par exemple inguinale, ou des chirurgies que vous connaissez mieux, des
les chirurgies d'ablation du sein. Vous savez qu'un grand nombre de femmes, après avoir fait une chirurgie d'ablation du sein, n'arrivent même plus à mettre une chemisette sans avoir de douleur. Et naturellement, les douleurs neuropathiques, c'est aussi des douleurs qui surgissent pour tous les gens qui ont une ablation d'un membre et qui ressentent une douleur au bout de leur doigt de pied, alors que naturellement tout le bas de la jambe est parti. Pour ces pathologies, 40 à 50% des gens qui souffrent de ces pathologies n'ont pas de médicaments. Les médicaments qui existent, vous avez pu les voir quand je parlais, naturellement, d'abord l'aspirine. L'aspirine, rappelons-le, c'est un médicament qui vient de la médecine naturelle. Hein, c'est un médicament qui existe depuis plus de 2000 ans. Ce n'était pas l'aspirine, c'était l'acide salicylique. L'aspirine est un dérivé de l'acide salicylique. Et c'est là depuis 2000 ans. Et en réalité, les mécanismes de l'aspirine ont été compris seulement dans les années 80. Donc c'était là depuis plus de 2000 ans. Et les mécanismes étaient compris dans les années 80. C'est pour ça que j'ai commencé par les substances naturelles. Et puis, il y a le paracétamol. Le paracétamol, on en parle beaucoup. Je ne sais pas ce que mes amis et collègues médecins qui sont dans l'assistance pensent de le mettre en libre-service. Mais la vérité, d'abord, c'est le médicament qui est le plus vendu au monde. Peut-être avant d'arriver à d'abord, simplement 2 mots sur l'aspirine. Est-ce que l'aspirine pourrait être qualifiée aujourd'hui comme médicament? Non, l'aspirine, avec les règles de développement des médicaments aujourd'hui, aucune chance que l'aspirine soit qualifiée pour médicament. Pourquoi? Parce qu'on laisserait cette aspirine sur un millier de patients, on ne connaîtrait pas forcément bien la dose, et sur le millier de patients, il y a des gens qui feraient des hémorragies, et il y a des gens qui font des hémorragies mortelles, parce que ce n'est pas 1000 ou 2000 patients. Et aujourd'hui, dans les essais cliniques, si le médicament marche sur 10% ou 20% de la population, on ne sait pas le voir, mais si le médicament tue 5 ou 10 des 1000 personnes ce qu'on a essayé, eh bien, il est rayé de la carte. Or, l'aspirine est dans cette catégorie. L'aspirine, naturellement, est un antiplaquettaire, comme vous le savez, un anticoagulant, disons, et il aurait donné des hémorragies. En plus, si on augmente les milliers de gens, il y a des gens qui font des réactions contre l'aspirine. Donc, l'aspirine, aujourd'hui, n'aurait aucune raison de pouvoir se qualifier. Naturellement, le temps a passé, et ces côtés négatifs de l'aspirine, ces côtés qui font saigner, sont utilisés, et un certain nombre d'entre vous sont sous cardégique tous les jours, parce que des petites doses d'aspirine permettent ne fonctionnent non pas contre l'inflammation, mais fonctionnent contre l'agrégation des plaquettes et de la coagulation. Vive l'aspirine, parce que l'aspirine est un médicament formidable, et aussi l'aspirine a permis de comprendre. Ce n'est pas la compréhension qui a permis de créer, c'est ces médicaments existants qui a permis de comprendre comment ça se passait. Et le paracétamol, c'est une histoire encore plus extraordinaire. Le paracétamol, c'est né à Strasbourg, à un moment où Strasbourg était sous domination allemande, à la fin du 19e siècle, et un laboratoire de Strasbourg s'occupait des parasites. Aujourd'hui, on a un peu oublié les parasites, mais les maladies parasitaires, qui sont en train de revenir, mais les maladies parasitaires, dans le 19e siècle et à la fin du 19e siècle, c'était des maladies extraordinairement importantes. Et il fallait trouver des antiparasitaires. Donc, ce laboratoire de Strasbourg avait décidé d'essayer, comme antiparasitaire, le naphtalène. Le naphtalène, vous le connaissez tous, messieurs et mesdames, c'est la naphtaline que vous mettez... parce que vous dites probablement que la naphtaline agit sur les mites, elle agira bien sur les parasites. Et effectivement, le naphtalène était toxique pour les parasites, mais toxique pour les patients aussi. Mais il diminuait la température énormément. Et puis, ces gens sont allés acheter du naphtalène chez leur fournisseur, et le fournisseur s'est trompé, et il leur a fourni un composé qui s'appelle la paracétaldéhyde. Ça a l'air savant, mais ça, c'est une molécule qui sert à de multiples opérations chimiques, y compris d'ailleurs la synthèse de l'aspirine, qui sert à la stabilisation du caoutchouc, rien à voir avec un médicament. Donc ils ont pris ceci, en croyant que c'était de naphtalène, ils l'ont donné à leurs patients, et leurs patients ont immédiatement été guéris de toute la partie fébrile. C'était des agents antipyrétiques qui ont éliminé la fièvre, et
c'est comme ça qu'est né le paracétaldéhyde et qu'on éliminé la douleur. Et pendant des années, on a donné le paracétaldéhyde, qui n'aurait jamais pu être qualifié aujourd'hui, parce que le paracétaldéhyde, c'est extraordinairement toxique. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce que vous choisissez le risque de la toxicité ou est-ce que vous choisissez d'être tué par un parasite? Donc ça a été donné pendant des années, jusqu'au moment où quelqu'un aux États-Unis s'est rendu compte que, à la faveur d'ailleurs d'une guerre, parce que ça arrive souvent comme ça, s'est rendu compte que en réalité ce n'était pas le paracétaldéhyde qui agissait, mais un dérivé du paracétaldéhyde qui s'appelle le paracétamol, et le paracétamol est utilisé en médecine courante. Mais même le paracétamol aujourd'hui, si on devait qualifier le paracétamol aujourd'hui, il ne passerait pas les essais cliniques. Parce qu'on le mettrait dans les essais cliniques sans savoir tous les bienfaits qu'il a aujourd'hui, on le mettrait dans les essais cliniques et on décortiquerait tous les patients. Et sur 2000 ou 2000 ou 3000 patients, on trouverait des atteintes hépatiques du paracétamol extrêmement sérieuses et on arrêterait son développement. Donc aujourd'hui, ni aspirine, ni paracétamol. Je vous passe les autres parce que c'est un peu trop long. La morphine. La morphine est peut-être le meilleur exemple. Encore une fois, un médicament qui est issu de la médecine traditionnelle. Est-ce que la morphine sera un jour remplaçable? La morphine sera irremplaçable. Est-ce qu'on a trouvé mieux que la morphine? On n'a pas trouvé mieux que la morphine. Est-ce que la morphine traite les douleurs? La morphine, malheureusement, ne traite pas les douleurs, et en particulier les pathologies neuropathiques. Quels sont les inconvénients de la morphine dans les traitements de douleurs? Les inconvénients de la morphine sont importants, mais l'un d'entre eux, et en fait, les mecs qui font. C'est pas celui qui vient à l'esprit immédiatement, c'est celui que quand on prend de la morphine régulièrement, et c'est la même chose chez les animaux de chez l'homme, si on prend de la morphine régulièrement, en réalité la morphine fait effet sur la douleur, mais le seuil de douleur s'abaisse. C'est-à-dire le jour où vous enlevez la morphine, vous êtes encore plus douloureux qu'à votre morphine. Et donc la seule solution, c'est l'escalade de la morphine. Et l'escalade de la morphine, ça veut dire des risques de dépression respiratoire, on arrive chez des bronchites, et de dépression respiratoire et d'arrêt cardiaque. Et la question est toujours la même, est-ce que la morphine serait qualifiée aujourd'hui comme médicament? Et vous avez la réponse. La morphine ne serait jamais qualifiée aujourd'hui comme médicament. Jamais. Parce qu'elle donne ce mécanisme d'habituation, elle donne des arrêts cardiaques, les surdoses de morphine sont absolument mortelles. Maintenant, grâce à la science, on peut avoir des antagonistes de la morphine, mais quand elle a été créée, il n'y avait pas de problème d'antagoniste, et par conséquent, quand c'était parti, c'était foutu. Donc on n'aurait pas de morphine. Et je n'ai pas le temps de discuter de tout ce qui est utilisé pour les maladies neuropathiques, parce que ce sont des histoires aussi extraordinaires. Dans les pathologies neuropathiques, on utilise des antidépresseurs, mais ces antidépresseurs, ce n'est pas pour régler la dépression qui est associée à la douleur, ça marche aussi sur la dépression qui est associée à la douleur, c'est par des mécanismes différents des antidépresseurs. On donne des antiépileptiques, mais il fallait avoir le courage de passer des antiépileptiques à des médicaments pour la douleur. Aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire légalement, on ne pourrait pas le faire facilement. Et les anesthésiques locaux, etc. etc. Bon, la douleur, la connaissance de la douleur a été révolutionnée dans les 10 ou 20 dernières années. Et je plaide pour ma paroisse, mais elle a été révolutionnée en particulier parce qu'on connaît les différentes structures qui produisent de la douleur. Et sous votre peau, partout sous votre peau, par dizaines de milliers, vous avez des senseurs. Quand vous faites ça, vous avez une stimulation mécanique et vous sentez quelque chose. Ça veut dire qu'il a fallu convertir cette stimulation mécanique en une stimulation électrique. Quand vous faites ça, c'est plus la même sensation. Ça, c'est par des terminaisons nerveuses différentes sous la peau, qui s'appellent des nocicepteurs, et qui contiennent des canaux ioniques spéciaux qui vont vous faire comprendre la douleur. Et ils ne sont pas simplement sous la peau de ma main, ils sont dans les viscères, ils sont absolument partout. Et ils ne sont pas la même chose sous la peau de ma main et dans le lobe de mon oreille. Vous pouvez toujours faire ça dans le lobe de votre oreille, ça ne va pas vous faire mal. Voilà. Donc, il y a une diversité de nouveaux extraordinaire, et ces canaux
ces canaux ioniques qui sont dans ces structures sous la peau, on les connaît maintenant tout à fait. C'est eux qui transforment, s'il y a de la chaleur, si c'est trop chaud, vous avez une douleur, n'est-ce pas? Donc il faut qu'ils soient capables de convertir la chaleur en électricité. On connaît ces canaux qui convertissent la chaleur en électricité. Un certain nombre ont été découverts chez nous. On connaît ceux qui convertissent la mécanosensibilité. Vous tapez sur les doigts la mécanosensibilité en électricité. On connaît ceux qui convertissent tout ce qui concerne l'inflammation. Vous voyez tout ça en inflammation en électricité. On connaît tout ça. Et puis, ces signaux électriques, ils arrivent ici, dans la moelle épinière. Dans la moelle épinière, il y a aussi là des canaux ioniques, malheureusement. Et ils sont importants pour que le signal aille ensuite au niveau du cerveau, dans des zones spécialisées pour reconnaître la douleur. Donc ça naît ici, ça va électriquement ici, ici c'est analysé. C'est analysé rapidement, hein, parce que si vous mettez votre main sur une plaque chaude, il faut pouvoir la retirer absolument immédiatement, même avant que ça n'aille au cerveau pour vous dire l'intensité ou quoi que ce soit. Et puis ça va au cerveau qui va vous dire c'est sur la plaque de droite ou la plaque de gauche. Et donc là, il y a des canaux ioniques partout, et ça, on le connaît assez bien. Et si on le connaît bien, on devrait faire des médicaments, on devrait pouvoir faire des médicaments. Nous-mêmes avons découvert des molécules à partir d'anémones de mer, de serpents, d'araignées, qui sont soit capables de bloquer ça, soit capables de bloquer ça. C'est important de bloquer là, parce que l'un des problèmes de la douleur, c'est l'inscription de la douleur. La douleur, le problème de la douleur, c'est la mémoire de la douleur. Le message pour la douleur, c'est quand vous avez une douleur, traitez-la. Il ne faut pas faire le mariole et dire la douleur, moi, non, non. La douleur, il faut la traiter le plus rapidement possible, parce que si vous ne la traitez pas, la douleur s'inscrit en mémoire dans votre corps dorsal, elle s'inscrit dans le système nerveux, et ensuite, il est extraordinairement difficile de la faire disparaître. Eh bien, on connaît tout ça, et néanmoins, aujourd'hui, on ne peut pas, on n'arrive pas, à cause des règles, à cause de beaucoup de choses qu'on verra dans mon dernier cliché, on n'arrive pas à développer cette science en nouveaux médicaments, et on reste avec les médicaments qu'on avait dans le passé, qui certes sont absolument formidables, mais dont on sait aujourd'hui qu'ils sont insuffisants et qui sont de plus en plus insuffisants avec l'avancement de l'âge, parce que quand on avance en âge, personne n'avance en âge sans avoir de douleur quelque part, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique.